C'est terrible la mort des amis. C'est des choses qui s'accumulent comme ça sur vous. On vit 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans. Et qu'est-ce qui se passe durant toute la vie? On accumule des morts. Ils s'accumulent, ils s'accumulent. C'est une addition. C'est la seule chose qui ne fasse pas de soustraction. On a toujours plus de morts. Plus on vit, plus on a de morts. Et alors, ces morts, ils restent dans quoi? Qu'est-ce qui reste de ces morts? Ils restent dans la mémoire de ceux qui se souviennent. Pas forcément les pieux, les gentils, les respectueux, mais ceux qui se souviennent. On a eu un ami, il est mort, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se rappeler, on peut transformer en choses positives cette négativité absolue de la mort. Il n'y a rien d'autre à faire avec la mort des amis. Un ami meurt, c'est terminé, terminé, l'absolu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se rappeler, on peut transformer en force ce qui vous a laissé. Flaubert, c'était quelqu'un qui laissait de la force aux gens. Eu me entrego só na morte, parabéns na mão. Se entrega por isso. Eu não me entrego não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega por isso. Eu não me entrego não. Eu não me entrego não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Se entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega, Corisco! Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega! Balearam Dadá, barreia, barreia pouco, barreia até só raiar, mataram turismo, balearam Dadá. C'est une vieille histoire d'amour, Louis, que tu as avec le cinéma brésilien. Oui, ça commence en 1962 en Argentine. J'ai été invité au festival Mar del Plata et j'ai retrouvé un ami de 56 qui était Nelson Pereira dos Santos. Et qui me dit, au retour, il faut absolument s'arrêter à Rio de Janeiro. Il n'y a pas d'école de cinéma comme à Buenos Aires, mais il y a des gens extraordinaires, des jeunes passionnés de cinéma. C'est comme ça que je me suis arrêté pendant 4 jours à Rio, que j'ai vécu les 4 jours les plus échevelés de mon existence avec ces jeunes fous du cinéma. Il y avait parmi eux un très jeune Glaubert, pas du tout connu. Et alors, c'était très bizarre la façon dont il se présentait. Il arrivait les mains derrière le dos, comme ça, un peu penché, et il tournait autour de nous. Et alors, il nous regardait comme des bêtes curieuses, et disant, mais qui sont ces gens-là d'une autre planète? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce qu'ils ont à donner? C'était très intéressant. Et Glaubert était déjà à dévorer, si on peut dire, le visiteur. Il tournait autour comme en travelling. Tout de suite, on avait le sentiment qu'il se passait quelque chose, comme l'avait dit Nelson. Et ça faisait un peu partie de l'air du temps. On sentait que dans ce pays, quelque chose bougeait. Mais à ce moment-là, je n'ai pas vu de film de Glaubert. J'étais simplement un peu stupéfait l'année suivante, quand au Festival de Cannes, tout d'un coup, à côté de Vidas Secas, Nelson, il y a eu au dernier moment le film de Lieu Noir et le Diable Blond. Procurou pelo sertão todo mês de fevereiro o dragão da maldade contra o santo guerreiro. Procurou
Alors tout d'un coup, il y a eu ces deux films qui nous sont tombés dessus. Barabin un peu plus modeste, mais il a des moments très forts. Et Le Dieu noir et le diable blond, alors qu'il était fascinant, qui est peut-être le film de Glaubert qui m'a le plus impressionné. On était dans un univers tout à fait différent, un style heurté, haché, rocailleux, mais en même temps passionné, possédé. Nelson, lui, était très calme, possédant par petits pas. Glaubert faisait exploser la réalité. En Italie, c'était le lieu de rendez-vous sur la côte Ligure, et un peu plus tard à Gênes, le rendez-vous un peu de tous les Brésiliens. C'est là où j'ai fait un jour sur une plage la connaissance de Gustavo Dal, il y avait Paulo César Saraceni, il y avait Carlos Digues. C'est là où tout d'un coup, je dirais un peu peut-être l'idéologie, le rêve du cinéma nouveau brésilien, c'est le plus affirmé pour moi du moins. Parce que tout d'un coup, j'ai senti la réalité de cette conception différente du cinéma. Alors il y avait Glaubert qui était un espèce de torrent d'éloquence, je veux dire, qui parlait, qui avait écrit. Il y avait Gustavo Dal qui est devenu cinéaste après, qui était très esthète, qui a aussi des idées très précises. Et on sentait qu'ils avaient discuté. Et c'est probablement le mouvement le plus cohérent, le plus logique, le plus fort. J'ai été mêlé étroitement et à la Nouvelle Vague à Paris, au Cahier, et au Free Cinéma à Londres. J'ai jamais senti quelque chose d'aussi fort. Ils étaient unis pour conquérir la place, il n'y a pas d'autre terme, avec peut-être une pointe d'arrivisme et le besoin de tout changer radicalement. Et c'est en 65 que je suis revenu au Brésil, au festival. Il y avait la dictature déjà depuis un an. Mais c'est là que j'ai fait un entretien dans des circonstances étonnantes, dont je me rappelle toujours. C'était chez Alex Vianney, pour mobiliser toute la bande, c'est-à-dire les 5, Jacques Diegues, Saraceni, Joachim Pedro, Gustavo Dal qui n'a pas encore fait de film, Léon Hirschman, dans Glaubert. C'était laborieux pour les avoir le matin. Je me rappelle Glaubert arrivant à cette réunion chez Alex Vianney, avait disant, il dit, quel est le con qui nous a fait lever si tôt, etc. Il disait ça rigolant, c'était moi évidemment. Glaubert Rocha, c'était clairement le chef de film, la force de la nature, le conceptualiseur ou le concepteur, mais tout le monde formait une équipe très étroite qu'on ne retrouva plus par la suite. Il a fallu la mort de Glaubert pour qu'on ait l'impression quand même que quelque chose d'unissait tout le monde. Terre en Trance est venu au festival et a eu quand même un certain écho. Il a eu, je crois, je sais pas si le prix Buñuel, le prix de la critique ou de la mise en scène, je ne sais plus lequel, il faut vérifier. Et c'est le moment peut-être où Glaubert a atteint, je dirais, sa plus grande réputation. C'est le moment où il était le plus connu et il était prêt à entrer dans le panthéon des cinéastes admis à travers l'univers, cette dizaine d'élus. A democracia é o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo, logo somos delegados da sua vontade. É tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos de Eldorado. Defenderei as nossas riquezas contra o invasor estrangeiro. Meu desígnio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes, as mãos limpas, a consciência tranquila. Construiremos uma grande nação. A pátria é intocável. A família é sagrada. A minha esperança é um sol que brilha mais. Pela sua força moverá a história. E essa força ninguém poderá deter. Este sol iluminará nossos passos. Em cada noite há uma aurora. As manhãs não tardam. Essa força é o povo. É o povo! É o povo! Manhãs radiosas, vivas, eternas, perenes, imutáveis, infinitas.
travaillé sur ces films dans l'enthousiasme total de toute l'équipe. Je crois que c'est le film sur lequel j'ai vu le plus les gens s'est donné, parce que Glaube donnait aussi des choses aux gens, entre autres l'opportunité de faire des premiers boulots en tant que responsable. Et ça s'était donc très bien passé dans une atmosphère comme ça de participation totale. Et puis c'était quelqu'un qui travaillait directement avec ce qu'il avait sous la main, qui le manipulait avec une aisance carrément outrageante, comme quand il regardait les plans à vue d'œil, comme on faisait au début du cinéma, quoi, pour chercher les plans qu'il voulait monter. Et il avait des idées très précises sur ce qu'il voulait montrer, parmi les choses qu'il avait dans sa tête, même pas vues, mais enfin qu'il savait qu'il avait fait au tournage. Et puis il cherchait ça, et un jour il a trouvé son morceau, et au lieu de dire voilà, c'est à partir de là que je vais monter, il l'a cassé avec ses dents et il m'a donné le morceau de pellicule à coller au reste. Et c'était complètement bouleversant pour quelqu'un qui avait travaillé dans des conditions de respect maniacal pour le matériel cinéma, quoi, comme en général en France. Mais c'était vraiment un exemple magnifique de son total sans gêne et sa totale adhésion à ce qu'il était en train de faire, quoi. Est-ce que tu avais l'impression que le montage, il le créait au moment du montage ou bien avec des idées préétablies déjà? Peut-être que c'était aussi une théorie, mais en tout cas, il n'en parlait pas. Ça prenait plutôt l'aspect d'une intuition très très précise à chaque moment de la fabrication de son film. Le scénario, c'était un truc immontrable, sauf s'il l'expliquait, et ça devenait tout à fait parlant. Et ça se passait vraiment que par des images, c'était des cartes postales de Rome. Et c'était un film qui, je crois, épinglait l'Italie à ce moment-là d'une façon très précise d'ailleurs. Le tournage, on avait aussi l'impression que ça coulait de source, quoi, que c'était quelque chose de très clair dans sa tête, mais déjà complètement différent de ce qui était le cahier avec les cartes postales du scénario. Et au montage, il mettait ensemble ces ingrédients, compte tenu de ce qu'il avait pensé sans doute, mais compte tenu de ce qui était le résultat, avec aussi une assurance et un rapport absolument direct et évident avec les choses qu'il faisait. Mais je crois pas, je veux dire que c'est quelqu'un qui avait imaginé dans les détails le film qui allait sortir comme il est effectivement sorti du montage. Et je crois qu'il s'est engagé carrément physiquement dans chacune des phases. Et je trouve que c'est pas... Je crois que c'est pas par hasard que dans tous ces derniers films, il est dedans. On le voit. Il s'y est mis complètement. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec Glaubert? Oui, parce que la première rencontre, c'est que je ne l'ai pas rencontré. C'est-à-dire que c'est lui qui m'avait envoyé Norma Bengel et Gilda Griot, qui venaient à Paris monter une pièce, et il avait dit que la seule personne qu'il fallait qu'elle rencontre à Paris, c'était moi. Alors bon, ce qu'elles ont fait, sauf que moi, je ne l'avais quand même pas rencontrée. Alors, je me suis mis à travailler avec Norma et Gilda, et je suis devenue très copine avec elle. Et un jour, on m'a dit, Glaubert est là, il y avait un grand mystère. Et Glaubert, il habitait dans un petit hôtel de la rue à Saint-Michel, là, tu te rappelles pas le nom de cet hôtel? Oui, rue de la Harpe, tout ça, l'hôtel de la Harpe d'ailleurs. Et je dis, je viens avec vous pour voir Glaubert, j'avais envie de le voir. Puisqu'il avait fait ce trip-là de me faire rencontrer les deux sorcières brésiliennes. Et elle me laisse en bas de l'hôtel, parce qu'en disant que Glaubert c'était un sauvage, qu'il ne fallait pas lui envoyer des gens qu'il ne connaissait pas, alors que c'est quand même lui qui m'avait envoyé à elle. Enfin, bon, à moi. Et
Simplement, ils sont redescendus avec un punch show qui est devenu mon punch show, qui est celui-là. La première rencontre avec Glaubert, c'était un punch show. Mais il y avait eu un truc avant, parce qu'il y a 3 histoires avec Glaubert avant, c'est que j'avais fait un film avec Jean-Luc Godard en 69, 70, je sais plus, pour la télé, qui s'appelait Le Guet Savoir, où j'étais une fille qui s'appelait Patricia Lumumba, et qui était la fille de Glaubert Rochat, enfin la fille du tiers-monde de Lumumba et de Glaubert Rochat. Donc je pense que ça avait fortement impressionné Glaubert, qui devait... Alors donc j'étais un peu sa fille à ce moment-là. Donc il avait envoyé ses copines à sa fille, mais sa fille n'avait pas vu Glaubert. Et ensuite, où j'ai rencontré Glaubert, parce que finalement il était à Paris, pas très loin de moi. Je l'avais appelé pour une histoire de politique aussi une fois, mais on s'était juste croisés. Je voulais qu'il me donne ses films pour un groupe politique dans lequel j'étais un peu séquestrée à l'époque. Et Glaubert me l'avait laissé, donc il avait fait un numéro un peu de charme, comme ça, mais ça avait été assez rapide, il était assez impressionnant. Et je l'ai retrouvé à Cannes dans les années 73 peut-être. C'était le festival de Cannes, 74, le festival de Cannes où il y avait Céline et Julie vont en bateau de Rivette, où j'avais un film au début du festival et à la fin, donc je m'étais tapé tout le festival parce qu'il y avait tous mes copains, tout ça, c'était très bien, toute la longueur du festival. Et à ce moment-là, pendant ce séjour, il y avait Glaubert qui était là. Et ça a été très, très drôle parce que Bulogier l'avait été avec Glaubert à Rome quelques mois avant. Elle lui avait dit, écoute, si tu vas à Cannes, il n'y a qu'une personne à voir, c'est Juliette. Donc finalement, on s'est retrouvés à côté l'un de l'autre dans la plage, comme ça, dans le sable. Et Glaubert, j'étais très impressionnée par lui parce qu'il faisait que me mettre du sable entre les doigts de pied, sans me parler. Il me salait les pieds au sable. J'ai vu qu'il avait des cheveux bleus. C'est bien quelqu'un qui a des cheveux bleus. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui a des cheveux bleus. Il y avait plein de soleil, et le soleil lui tapait dedans, il y a des cheveux bleus. Il y avait quelque chose de très doux chez lui. Totalement timide et totalement enfantin. Et puis, bon, ça c'était l'après-midi, puis après, c'était autrement, quoi. Après, je suis restée avec Glaubert pendant, je ne sais pas combien de siècles, peut-être 3 ans en tout, quoi. Mais ça s'est passé comme ça. Avant même de te connaître physiquement, il t'avait un peu catalogué comme ami du tiers-monde. Oui, finalement, bon, Glaubert avait cette image, mais elle n'était peut-être pas si fausse que ça pour moi, puisque justement c'est un film de Godard qui a amené cette histoire, mais que pour des gens j'étais un peu quelqu'un de la nouvelle vague, mais moi je me suis jamais considérée comme quelqu'un de la nouvelle vague et je continue bien à pas me considérer comme quelqu'un... J'avais une histoire avec Godard, avec ce cinéaste, mais je me suis jamais sentie... j'étais copine avec Rivette, mais je me suis jamais sentie quelqu'un de la nouvelle vague. Et je me le sens toujours pas. Par contre, si je me suis sentie quelque chose une fois, si j'ai eu un point de repère cinématographiquement parlant, c'est à cause de Glaubert. C'est quand j'ai vu Baravento. Ça m'appartenait beaucoup plus, ça me parlait plus de mon histoire à moi que des choses que je faisais avec d'autres gens ou qui parlaient d'autres choses ou d'un cinéma d'un pays dans lequel j'étais. J'étais beaucoup plus proche que ça et ça me parlait plus de mes racines. Finalement, ce cinéma du tiers-monde, le cinéma nouveau m'a parlé beaucoup plus de mes racines et de mon histoire que le cinéma français de cette époque dans laquelle je vivais. Donc il y a eu un peu une évidence aussi là-dessus. J'étais pas innocente à ça. Uau, o sentido da coerência. Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Ando pelas ruas e vejo o povo magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo alquebrado, cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue que estimula no irmão a dor.
o sentimento do nada que gera o amor. A morte como fé, não como temor. Oui, parce que je trouve qu'une image comme ça donne l'image de quelqu'un. Après, c'est vrai que Glaubert, moi, comment c'est Nanterre en transe, c'est le poète aussi. Bon, moi, bon, les gens qui se revendiquent en tant que poète, c'est formidable aussi. C'est des gens vers lesquels je suis attirée et que j'aime, même si c'est pas facile à vivre. Donc, il y avait cette image de Terre en transe aussi, qui était pour moi un des plus beaux poèmes cinématographiques. Mais là où je trouvais vraiment ma force, c'était Baravento. C'était Baravento et le Dieu noir et le diable blanc. Et ce que Glaubert avait de formidable, ce qu'il a en lui, le côté de la grâce de Glaubert, c'est ce qu'il avait de temps en temps qui sortait du Dieu noir. Il avait ce côté visionnaire, cette sorte de sagesse et en même temps un peu violente, c'était dans le Dieu noir. Et autrement, il était tous ces personnages, il était bien entendu Antonio das Mortes. C'était son rêve, c'était un cangaceiro, même s'il l'a jamais été, c'était un cangaceiro. De cinéma, ça fait rien. Glaubert, c'était ni quelqu'un de grand, ni quelqu'un de gros, ni quelqu'un de bedonnant. Je l'ai connu plus ou moins gros, mais il n'a jamais été gros, ni il n'a jamais eu un énorme ventre. Et pourtant, la seule chose qu'on voyait chez Glaubert, c'était son grand, large corps, sa grande surface corporelle. La première fois que je l'ai vu, il est arrivé au cahier, il a fait irruption dans les cahiers, j'avais retravaillé un petit peu un de ses textes qu'il avait écrit directement en français et qui a failli ne pas passer parce que la rédaction en chef le trouvait mal écrit et moi j'avais dit mais non, je vais vous le réécrire. Bref, le texte sort, c'était Cela s'appelle l'aurore. Glaubert arrive un jour dans les cahiers, il fait irruption dans la salle de rédaction de la rue Marbeuf, il me serre sur son grand corps et j'oublierai jamais ce moment-là. J'ai eu l'impression d'être complètement enveloppée par Glaubert. Une autre fois, c'était à la projection de L'Amour fou. Glaubert était enthousiasmé par le film, c'était la version de 4h30, il est sorti complètement enthousiaste en disant c'est un film tropicaliste et il a été complimenté, Rivette, à la sortie de la projection. Je me souviendrai toujours, il y avait le petit corps de Rivette et ce grand corps de Glaubert qui s'est approché de lui, qui l'a serré, Rivette qui s'est rétréci, qui disparaissait contre cette espèce d'immense accolade de Glaubert. Évidemment, indissociable de ce grand corps, il y avait cette grande voix, en tout cas cette grande parole de Glaubert. Glaubert, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui parlait tout le temps, quelquefois même il parlait tout seul, mais il parlait jamais de façon sociale pour la conversation. C'était pas quelqu'un qui était capable d'arriver chez vous et puis de vous parler du temps qu'il faisait ou qu'il avait raté le métro ou je ne sais quoi ou une anecdote. Il vous parlait toujours dans l'ensemble d'un discours sur le cinéma, sur la politique, sur l'histoire. Il faisait des grands bilans, c'était toujours global. Et cette parole, il la mettait en scène. Glaubert, c'est un journaliste. Je ne sais pas si on sait que la plus grande activité de Glaubert toute sa vie, il a écrit. Si on devait réunir l'œuvre écrite de Glaubert, ça ferait des milliers et des milliers de pages. Il avait le sens du journalisme, il était journaliste depuis l'âge de 17 ans et il savait mettre en scène la parole. Quand il parlait français, c'était la même chose. Il mettait en scène sa parole. Il parlait mal, il faisait des fautes de phonétique, de syntaxe, de grammaire, de mots. Mais on n'avait jamais l'impression qu'il trouvait ces mots. Il avait créé une autre langue et il était encore même capable d'inventer des mots, de faire des jeux de mots dans une langue étrangère. Un jour, je me souviens qu'il a dit, à propos de Pasolini, Pasolini a colonisé le tiers-monde. Il n'était pas toujours tendre avec Pasolini qu'il aimait. Il inventait des mots comme ça, il les mettait en vedette, les mots se précipitaient dans sa bouche, il les articulait énormément, il était très acteur, il était très préoccupé de l'effet de sa parole, il était très préoccupé d'être un émetteur de parole. Toute sa vie, Glaubert est un homme qui a été englobé dans un monde médiatique. Quand il est revenu au Brésil en 1976, il était harcelé littéralement par les journalistes. Il ne se passait pas une semaine, presque un jour, sans que Glaubert ne parle à droite et à gauche. Et il savait très bien
qu'il devait mettre en scène sa parole, de même que quand il écrivait vers la fin de sa vie, il s'est mis à mettre des Z, des Y et des X partout. Pourquoi? Parce qu'il savait que de toute façon, il y avait beaucoup d'écrits dans ce monde journalistique qui est le nôtre, et que s'il ne mettait pas quelques repères pour que sa parole soit saisie fortement, immédiatement, il ne serait pas écouté. Donc Glaubert, c'était quelqu'un qui avait l'art de mettre sa parole en relief. Ça m'a beaucoup frappé toujours chez lui. Tu as vu Glaubert d'assez près au Brésil en 78 et je crois que tu l'as vu assez isolé. Enfin, c'était une époque de crise extrême pour lui, de reprise de contact avec son pays, de solitude. Il travaillait à l'âge de la terre. Il était assez angoissé, assez préoccupé. C'était, je dirais, un moment de, je ne sais pas comment dire, de transition. Le contact n'était pas facile. Mais par contre, c'est 2 années plus tard, j'étais à Venise en 1980. Je crois que c'était tout fin août, début septembre, où il y a eu donc la première mondiale de l'âge de la Terre. Et ça, c'est une expérience assez extraordinaire. Il y avait Glaubert avec sa femme, ses 2 petits-enfants blonds que caressait Robert Bresson, qui était de passage par là. Et le film qui a passé dans la grande salle, copie merveilleuse, dont on n'a plus dit aujourd'hui, tellement les copies qu'on voit sont usées. Et c'était extraordinaire. C'était un peu, je dirais, tout d'un coup, une vision de Glaubert sur un Brésil aujourd'hui. C'était un film très lié avec son évolution politique. Le cinéma, pour lui, n'était plus la chose la plus importante. C'était l'art, mais il voulait faire un cinéma politique au sens très fort. Je dirais comme Brecht a voulu faire un théâtre politique qui soit d'abord du cinéma, qui soit d'abord de l'art, qui soit, même avant, engagé, situé avec un regard sur la société. Alors l'accueil à la conférence de presse a été catastrophique. Il y avait plus que jamais la vision tiers-mondiste de l'Amérique latine et en particulier du cinéma de Glaubert. Alors on lui reprochait beaucoup d'être revenu dans son pays avant que les militaires aient quitté le pouvoir. Et Glaubert a été profondément heurté, choqué, je ne sais pas, je ne trouve pas le terme exact, brûlé de l'intérieur par ses réactions. Cela a fait beaucoup mal. L'âge de la Terre est peut-être le film le plus important de Glaubert, parce que c'est son dernier film, et qui, je dirais, contient tout le message de Glaubert à ce moment de sa vie, quand il va probablement tourner une page, où il tire un trait sur tout ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu. Et alors c'est là où c'est dramatique que tout se soit arrêté, mais en même temps, c'est le spécimen d'un art qui est à la fois un art politique et un art du cinéma, c'est-à-dire c'est la volonté d'affirmer certains points de vue, par exemple sur le rôle du christianisme qui lui tenait à cœur en Amérique latine et au Brésil, et en même temps de créer, d'inventer un autre cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Glaubert, un grand artiste aujourd'hui? Ça ne veut dire quelque chose qu'aujourd'hui, en fait. L'idée d'un cinéaste comme artiste, c'est pas que ce soit une idée radicalement nouvelle. Dieu sait qu'on l'a déjà testé à bien des époques et revendiqué à bien des époques. En même temps, je crois que aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort de l'idée que les cinéastes sont des auteurs. Aujourd'hui, tout le monde est un auteur et ça n'a plus d'intérêt. Le plus mauvais cinéaste est un auteur. Aujourd'hui, le problème est celui plutôt des artistes, je pense, dans le champ du cinéma. Et c'est vrai que j'ai employé spontanément le mot artiste tout à l'heure, parce que si j'essaye aujourd'hui, alors rétrospectivement, de penser à Glaubert-Rocha, non plus à Glaubert, mais à Glaubert-Rocha, c'est-à-dire vraiment son statut dans l'histoire de l'art, il faut bien appeler ça comme ça, c'est vrai que je le vois comme un artiste et certainement comme quelqu'un qui réalise un moment important de l'histoire de l'art du cinéma et peut-être de l'histoire de l'art tout court. Pourquoi? Il y a eu quand même dans l'histoire de l'art du XXe siècle, entre autres grands moments, un grand moment qui a été l'appropriation assez brutale, assez effrénée et un peu sauvage, de l'art sauvage justement, enfin de l'art dit primitif, dit sauvage, de l'art dit brut, par les artistes occidentaux, par les peintres en particulier, et par les sculpteurs. Enfin, j'ai pas besoin de développer, tout le monde connaît ça. Et je serais tenté de dire, encore une fois, c'est un petit peu rapide comme idée, que Glaubert est un des moments, et peut-être, enfin j'en vois pas vraiment d'autres à la minute présente, il y en a peut-être d'autres, mais un moment où s'actualiserait l'inverse. À savoir quelqu'un qui, du point de vue du sauvage, s'approprierait la culture, mais à l'intérieur de la sphère de l'art, toujours. C'est ça qui est important.
lorsque les cubistes ont pris l'art nègre, ils ne l'ont pas sorti de l'art, au contraire. Lorsque Glaubert prend, je sais pas, ces modèles évidents, enfin, ou ces références évidentes, ou ces mythes évidents, comme Eisenstein ou Wells, mais aussi bien lorsque il prend le néoréalisme, parce que Glaubert a pris aussi Rossellini d'une certaine façon, bien que ça soit plus caché dans ses films, eh bien c'est exactement le même mouvement d'appropriation. C'est pas seulement le geste de quelqu'un qui veut s'emparer d'une culture qui n'est pas la sienne, c'est un geste d'artiste. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire fonctionner sur son terrain, avec ses racines, enfin, métaphore biologique un peu cucu, qui veut faire fonctionner quelque chose qui est lointain, qui est exotique, mais dont il pense que la valeur esthétique ou la valeur formelle qui est incluse dans ce quelque chose peut enrichir son art à lui. C'est exactement le mécanisme de la vogue de l'art nègre, et là je le vois à l'envers, enfin dans l'autre sens. Je crois profondément que dans l'histoire de l'art, telle qu'elle pourra s'écrire un peu plus tard, on s'apercevra que Glaubert a actualisé un moment qui ressemble à ça. Duemila anni fa, leoni e leopardi correvano liberi nella foresta. Bon, la caméra est là. Donc, j'aurais voulu que tu nous racontes cette dernière fois où tu as vu Glaubert. Oui, c'était assez impressionnant, il faut le dire. C'était en février 1981. Juste avant qu'il parte au Portugal. Voilà. Et on était en train de préparer un hors-série sur Pasolini. Et j'avais vu L'Âge de la Terre quelques semaines plus tôt, je crois. Et il était question de faire un film sur un Christ du tiers-monde. Je crois que Glaubert en parlait. Et il parlait de Pasolini à ce propos. Et puis je crois qu'il se connaissait aussi par le festival de Pesaro, les jeunes cinémas, etc. Et donc, avec Bergala, je crois qu'il faisait le numéro avec moi, nous avions le projet de lui demander un texte. Il était à Paris, mais on l'a vu dans le bureau des cahiers. On lui a demandé d'écrire un article sur Pasolini. Il a d'abord dit oui, et ensuite il a dit non, je préférais faire un entretien. Et puis un après-midi, il arrive au cahier, on était prêts, il y avait le magnétophone, etc. On était prêt à lui poser des questions. Et puis tout à coup, il a dit non, non, j'ai pas besoin de vous, je vais le faire tout seul. Il a pris le magnétophone et il est allé dans une pièce des cahiers qui était un peu au fond. Il a dit laissez-moi là pendant 3/4 d'heure, je vais me débrouiller tout seul. Il a fermé la porte, et donc on a continué à travailler dans la salle de rédaction principale, la salle de maquette, etc. Et pendant 3/4 d'heure, c'était très très curieux parce que bon, des gens passaient, des gens travaillaient, il y avait l'administration qui continuait à faire son travail dans le premier bureau. Et on entendait des bruits, des allées-venues, des imprécations, une voix qui montait, qui descendait, des rugissements. Et de temps en temps, bon, timidement, on regardait et on voyait la silhouette de Glaubert qui s'agitait comme ça toute seule. Moi, dans mon dernier film, L'Âge de la Terre, dans un certain moment, je parle de Pasolini. Je dis que je voulais faire un film sur le Christ de tiers-monde après la mort, au moment de la mort de Pasolini. J'ai pensé à ça. Mais en vérité, j'ai pensé à ça et je me rends compte maintenant parce que je voudrais faire la vraie version d'un Christ tiers-mondiste qui n'avait rien à voir cet Christ pasolinien qui cherchait au tiers-monde une aval, une alibi pour sa perversion. Et au bout de 3/4 d'heure, il est ressorti, un peu hagard, comme ça, échevelé, et il a dit voilà, j'ai terminé. J'ai réglé mon compte avec Pasolini, il nous a dit au revoir, je crois qu'il nous a embrassés, et il est descendu, il s'est engouffré dans l'escalier des cahiers. Et la dernière image que j'ai de lui, c'est lui s'engouffrant de dos, comme ça, très massif, très puissant,
dans le noir de l'escalier des cahiers. Écoute, on va rentrer parce que Pascal est là, on va parler avec lui. Okay. D'abord, enfin, le truc qui s'impose à vous quand on s'en souvient, c'est son ventre, son estomac. Il n'était pas maigre, mais il avait un estomac très proéminent. Et d'ailleurs, bon, à chaque fois que je prends un peu de ventre, je le crois que très spontanément, comme ça, je pense à Gobert, je me dis, mais il avait quand même la grâce. C'est pas terrifiant. Puis il y avait son regard. Il avait un regard très très lourd sur vous, comme toujours les paupières mi-closes, comme ça, l'air très fatigué toujours. Des paupières très très sombres comme ça, et un regard très 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 lourd, comme à travers des stores vénitiens, il vous regardait. Et puis il était toujours mal rasé. Ah oui, c'est ça qui te frappait. Et toi, Jean? Il y avait le regard aussi. Le regard qui fit des paupières très lourdes, ça oui. C'était très très frappant, comme si elles étaient fardées, enfin, avec du col, enfin quelque chose de curieux. Et puis sa chevelure, j'étais très très frappé par une sorte de crinière noire comme ça. Et ses mains. Alors j'étais très très frappé par la mobilité de ses mains. J'avais toujours l'impression soit qu'il manipulait des fils de marionnettes, soit qu'il dessinait en l'air. Et il avait une faculté de visualiser de façon tactile, comme ça, les choses devant moi qui me frappaient beaucoup. Il faisait des gestes de... Oui, beaucoup de gestes. De cinéma, beaucoup oui. gestes de cadrage. Non, oui, mais non pas des gestes techniques, des dessins dans l'air. Oui. Des choses même quelquefois abstraites, qui parlaient d'une chose abstraite, et il y avait un geste de la main qu'il dessinait. J'aurais pas pu dire à quoi ça ressemblait figurativement, mais on voyait ce qu'il voulait dire. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Donc, tout à l'heure, tu demandais s'il faisait rire. Moi, il me faisait beaucoup rire. Je le trouvais à la fois très affectueux, il était très enveloppant, pas très rassurant aussi. J'avais toujours l'impression que il était presque indigné quand on approuvait ce qu'il venait de dire, parce que comme il allait tellement vite, immédiatement, il dialectisait ce qui précédait. Et puis... C'est un grand monologueur. Oui, de toute façon. Bon, l'histoire de Pasolini, c'est un résumé de ce point de vue-là. C'est ça qui donnait ce côté un peu dérailleur. C'est ça. Et puis, j'ai toujours trouvé qu'il faisait... Enfin, pour moi, il évoquait un clown aussi. C'est-à-dire que, bon, la mobilité de son visage, son débit intarissable, le jeu de ses mains, etc. Et j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de clownesque et de bouffon, au sens fort du terme chez lui. D'ailleurs, un jour, il m'avait parlé des Einstein en ces termes. Pas du tout politiquement ou sur le plan des idées, ce qu'il pouvait faire aussi, mais à propos du prolet cool, du montage d'attractions, du cirque, du guignol, etc. Et puis il ressemblait à ce dont il parlait. Donc moi, je le trouvais assez drôle. Est-ce qu'il vous faisait rire par oui, cet aspect bouffon? Pour moi, est-ce que ça s'identifiait à quelque chose de carnavalesque, enfin quelque chose de tropical, de brésilien Il suffit de voir ces films. D'abord, ces films sont très très drôles, hein, ça il faut dire. Oui. C'est vrai, Terre en France, c'est hilarant. Antonio Das Mortes, c'est très comique. Et même L'Âge de la Terre, c'est un film comique. Le comique tient une très grande place quand même dans ce qu'il fait. C'est vrai que d'une certaine façon, c'était un comique. Mais alors effectivement, un comique, oui, il faut dire carnavalesque, si on veut. Effectivement, c'est le mot qui convient, quoi. Est-ce que tout était extroverti vers l'extérieur? C'est ça que tu veux dire, comique? Les personnages, ces personnages... On était en 30, bon, c'est quand même... comment être le bouffon, du moins bouffon des dictateurs? Aceite meu apoio, Vieira! O nosso presidente quer ser o novo Napoleão! E, Via, o novo César! Somente você tem condições para ser o novo Lincoln! Pedro negou Cristo 3 vezes! Mas foi Pedro que fundou a Igreja de Deus! E Judas, o traidor, enforcou-se no... Senhores, abramos trilhas nas florestas. Podemos 1000 cidades onde antes eram países selvagens e pontes sobre os rios, estradas passando deserto,
máquinas arrancando minério da terra. Se não fossem os padres, o que seria das Américas? O que seria dos aztecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos aimorés e dos chavantes? O que seria da fé? Quand même que le bouffon est quelque chose qui est très... Enfin, je crois qu'on ne peut pas aimer ces films ou les comprendre si on n'est pas sensible à la bouffonnerie qu'il y a dedans. Ce sont des personnages, effectivement, bon, qui grimpent au mur, qui lisent. Oui, c'est ça. Enfin, mais tout de même, la figure d'Antonio das Mortes, ça n'est pas, si on veut, l'équivalent brésilien du ranger solitaire américain. Enfin, c'est pas une transposition brésilienne de ça. C'est le justicier sous une forme bouffonne, malgré tout. Ah bon, c'est l'effet que ça vous fait? Parce qu'il y C'est un avait, film comique, il y avait Das Mortes, c'est un film comique. Il y avait aussi ça, il y avait aussi... Comme les films de Godard sont des films comiques, hein, aussi. Hein, Il joue dans Vendette, qui est un des grands films de Godard sur le masque, la parodie, le travestissement, les visages couverts, etc. C'est quand même tout très... Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Il était absolument à sa place dans ce film, qui était quand même fait sur le bariolage, et un masque en cache un autre, etc. Ça, c'était quand même très fort chez lui. J'ai beaucoup rencontré Glaubert à Venise et en Italie. Curieusement, il a fallu que je sorte de France pour bien le rencontrer. Là où je l'ai mieux vu, c'est à Rome et à Venise. Je me souviens assez bien du Festival de Venise de 69. C'était pas rien. Il y avait Belle de jour, il y avait Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade, il y avait Notre-Dame des Turcs de Carmelo Bene. C'était un très grand festival. Et Glaubert, comme à son habitude, il était là, alors qu'il n'y avait pas de film à lui. Il allait dans les festivals pour défendre les films des autres, pour défendre les films brésiliens, naturellement. Il était là pour défendre Macunaíma. Ça, cette dimension de générosité de Glaubert, qui parlait toujours des autres, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée chez lui. Il défendait toujours quelqu'un, il manipait, il magouillait, il défendait les autres. Et il était toujours à chercher qui il pourrait mettre en contact avec qui pour que ça serve à quelque chose, pour que ça soit le rond à partir duquel pourrait se faire un cercle d'ondes concentriques utiles. O sertão vai lhe amar, e uma vira-sertão. O sertão vai lhe amar, e uma vira-sertão. Da conta da minha história, verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição. Que assim mal dividido esse mundo anda errado. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. E a terra